Bandeko nangai mbote na bino nyonso. Aujourd'hui, donc, désolé, comme je m'étais promis, nalingaki kosala nabino Kabila les 40 voleurs. Donc, lelo nazui muto yotoli nalingi koloba eza Alexis Tambwe Mwemba. Donc, naotika le temps que Batumisu Subaya po na ko rejoindre Bisso. Voilà, Natiki Bino Boya Kokota et le temps pour moi de vous rejoindre. Voilà, Bozalawana, on va juste observer une minute de silence le temps que Batumisu Subaya Bakota et ce sera l'occasion pour vous de pouvoir partager vidéo Oyo. Donc la thématique c'est Kabila les 40 voleurs avec Alexis Tambwe Mwemba. Voilà, donc observons une minute de silence le temps que tout le monde nous rejoigne. Merci. Alors merci Mingipo Nabatu Oyo bazo observer les 1 minute de silence parce que et c'est important pour nous, c'est en mémoire de ceux d'entre nous qui sont partis, morts, qui sont dans la souffrance. Donc le temps je commence, n'hésitez pas à partager autour de vous cette thématique. Donc c'est Kabila et les 40 voleurs et j'ai pris aujourd'hui comme voleur quelqu'un qui est en train de faire l'actualité, qui s'appelle Alexis Tambwe Mwemba. Donc avant que je puisse vous expliquer en quoi consiste cet engagement qui a été pris, tout d'abord je tiens à saluer tous ceux qui sont rentrés, qui sont arrivés. Donc voilà, et essentiellement cette démarche que l'on fait, ça s'inscrit dans une volonté de conscientiser chaque Congolais. Donc chaque Congolais a la conscience, il y a Elokoni Ezole Kanambo Kanabiso. Donc forcément, mais ces présentations, ces vidéos sont faites en français parce que on a des gens qui sont pas forcément, qui parlent pas forcément lingala pour X raisons, soit parce que c'est des gens de la diaspora, la jeunesse qui a été élevée dans Poto. D'autres, c'est parce que ce sont des non-congolais qui sont très intéressés par le Congo, la situation du Congo, qui ont une sensibilité par rapport à ce qui se passe. Donc voilà. Et avant de commencer, donc je vais me présenter, Lila Sansa Umba. Je suis juriste avec une spécialité en droit des affaires, banque finance et donc un master en droit des affaires banque finance et également un master en gestion de patrimoine privé. Voilà, et j'ai aussi une formation en criminologie des affaires et un peu de balistique aussi. Voilà, donc du coup en fait comme j'ai eu l'occasion de travailler beaucoup dans le secteur bancaire, j'ai une spécialité en blanchiment d'argent, lutte contre la corruption, et donc c'est très intéressant pour moi de pouvoir apporter cette compétence par rapport aux gens de notre communauté, de connaître un petit peu toute cette corruption qui se déroule au Congo. Donc voilà, et donc on a mis en place avec la LIDDFC, qui est la Ligue internationale de défense des droits de la femme congolaise, dont je suis la présidente fondatrice. Donc il y a plusieurs équipes. On a mis en place cette thématique Kabila les 40 voleurs pour pouvoir sensibiliser les Congolais à ce qui se passe au pays. Nambo Kanabiso, bien que nous soyons les vacances, la corruption et l'occupation ne prennent pas de vacances. Donc voilà, on travaille pour le peuple, gratuitement pour le peuple, parce qu'on aime notre pays. Donc cette démarche aussi s'inscrit pour montrer à chaque Congolais que nous sommes sous occupation. Notre pays n'est pas dans un état de droit, donc il ne faut pas être dans un état de rechercher la politique pour la politique. Il faut vraiment comprendre que le pays, le Congo, est aspiré et occupé par un certain nombre d'individus qui constituent ce qu'on appelle aujourd'hui une mafia,
à côté avec une occupation réelle aussi par l'Ouganda, le Rwanda, etc. Et que cette occupation fait que beaucoup de notre argent, de notre économie qui devrait rentrer dans l'argent du pays et venir en aide à nos familles qui sont sur place, qui ont des besoins médicaux, des besoins sociaux d'aller à l'école, etc. pour les enfants et les autres personnes de se réaliser professionnellement, de monter des entreprises, eh ben tout ça fonctionne pas parce que toute notre économie est aspirée et emmenée parallèlement vers d'autres pays, vers un staff d'individus, une mafia. Voilà. Et tout ce que je vous présente aujourd'hui sont documentés. Aujourd'hui, concernant Alexis Tambwe Mwemba, je m'appuie sur notamment des documents, des rapports qui sont rendus par l'ONU, le Conseil de sécurité. Notamment, il y a un rapport qui a été rendu en 2002 suite à un groupe d'experts qui ont travaillé sur une question de détournement et pillage du Congo. Je me suis aussi appuyée sur une enquête menée par un juge d'instruction belge, donc le juge Kless. Et je me suis aussi appuyée sur un certain nombre d'articles de journaux, notamment Le Soir. Avant de commencer, de rentrer dans ce qu'on va faire, je suis désolée, je suis un petit peu enrhumée, donc peut-être que vous allez m'entendre un petit peu respirer difficilement, donc excusez-moi, Bolim Bisangai, parce que la santé, c'est pas toujours ça, trop de changements de température, on est passé de 42 degrés, il fait un peu moins chaud aujourd'hui, donc mais du coup, je suis un petit peu enrhumée. Voilà, donc pour commencer cette thématique de Kabila et les 40 voleurs, l'idée c'est de vous montrer, Tolingi Kolakisabino, que nous avons un pays qui aujourd'hui, une économie parallèle qui se déroule et que tout l'argent qui est censé aller auprès de nos familles, sur les gens sur place, remonte complètement et complètement interjecté dans l'économie de d'autres pays et d'un staff de personnes qui bénéficient de ça. Voilà, et comme on va voir le cas de Alexis Tambwe Mwemba, cette personne a été impliquée dans un trafic international de coltan. Alors je vous rappelle que le coltan est un minerai qui est extrait au Congo et qui est utilisé notamment, tout le monde le sait aujourd'hui parce que ça a été énormément médiatisé, c'est essentiellement utilisé dans la fabrication de téléphones portables. Et pour ceux qui savent pas, c'est également, le coltan est aussi utilisé pour la fabrication des armes à feu. Voilà. Donc c'est quand même un minerai qui aujourd'hui a une cotation sur les marchés financiers, parce que les marchés financiers qui cotent les matières premières se trouvent en Angleterre. Et donc cette cotation du minerai du coltan il vaut même aujourd'hui beaucoup plus que de l'or. Voilà, ça c'est vraiment, il faut se mettre en tête que ce trafic-là est un trafic qui rapporte énormément d'argent, des millions, des milliards d'argent qui sont brassés et qui sortent du Congo. Et malheureusement, aucun Congolais, vous et moi, Binonion Soboyebi, que ceux qui ont des familles encore au Congo, si vous vous retrouvez à ce que vos familles ne touchent rien, c'est parce que tout l'argent de nos minerais sortent dans une économie parallèle pour être interjecté auprès d'un staff d'individus. Même la communauté internationale, au travers du Conseil de sécurité, ces experts, ils ont donné un nom particulier. Moi, je les appellerai des trafiquants, donc une mafia. Je vous donnerai le nom le qualificatif qu'ils utilisent. Donc, on va faire une rapide présentation de cet homme qui est Alexis Tambwe Mwemba. Bon, je pense que je vais pas le présenter, tout le monde le connaît un peu, mais pour ceux, les jeunes qui me suivent, qui sont dans la diaspora, qui connaissent pas forcément. Donc, c'est un homme qui est né en 1943 dans le territoire de Kasongo, et il a été plusieurs fois ministre sous Joseph Kabila, et notamment aussi, c'est quelqu'un qui a vécu et intervenu, occupé certains postes importants sous Mobutu. Voilà, donc c'est pas quelqu'un qui est sorti de nulle part ou qui n'a jamais rien fait. Sous Joseph Kabila, en fait, il a occupé différents postes de ministre sous différents ministres, premiers ministres plutôt, que ce soit celui du gouvernement Badi Banga, etc. Donc on va pas tout citer les différents gouvernements auxquels il a participé. Et vous savez tous que depuis le 27 juillet donc de cette année, il est devenu le président du Sénat du Congo. Voilà. Et en fait, pour mieux comprendre son implication dans le trafic de coltan, on va tout d'abord évoquer ce que je vous ai dit tout à l'heure, un rapport qui a été rendu par le Conseil de sécurité, parce que le Conseil de sécurité avait mandaté des experts pour qu'ils mènent un certain nombre d'investigations dans la thématique du pillage des ressources
naturelle du Congo. Alors, je voudrais juste faire une parenthèse pour tous les Congolais qui souvent, j'entends les gens qui disent « ouais, la communauté internationale, etc. » où on mélange tout et n'importe quoi. Forcément, dans la communauté internationale, il y a des gens qui utilisent leur expertise pour permettre que on puisse solutionner des affaires que Bissomoko, nous les Congolais, on est incapables d'arriver à résoudre. Donc ça, il faut vraiment qu'on se le mette en tête. Et donc ce groupe d'experts ont été chargés de mener des travaux d'enquête qui vont porter sur le pillage des ressources naturelles du Congo. Et ils ont rendu un rapport qui a été fait le 22 mai 2002. C'est un rapport provisoire. Et en fait, ça portait essentiellement sur l'analyse de pillage concernant le diamant, l'or, le coltan, le cobalt, le bois de certaines œuvres et également le pillage de la faune, de la flore sauvage. Alors ça, il faut comprendre que quand on dit faune et flore sauvage, je vous avais fait une vidéo quand j'intervenais sur Atel TV en vous expliquant qu'il y a beaucoup de notre patrimoine, de nos animaux que Joseph Kabila, au travers d'un certain staff de personnes, qu'est-ce qu'ils font? Ils enlèvent, hein, moi j'appelle ça enlever, ils prennent vraiment certains animaux, des lions, des zèbres, etc., des rhinocéros, ils les emmènent pour les donner, enfin pour le vendre, parce que je ne peux pas dire donner, les vendre à certains pays qui créent en fait ce qu'on appelle un tourisme de braconnage, enfin pas braconner, mais un tourisme par rapport au fait qu'on tue les animaux de chasse, donc un tourisme de chasse exotique, d'animaux exotiques, et donc notamment ils font ça avec la Namibie, et en fait on a des gens comme des Français, des personnes des Pays-Bas, des Belges, etc., ils vont aller faire du tourisme pour tuer ces animaux. Et comme ces animaux ne se trouvent pas sur ce territoire, eh ben Joseph Kabila, qu'est-ce qu'il fait? Ils les prennent et ils arrivent à trouver un contrat avec des transporteurs qui sont dans ces pays. Donc voilà, ça c'est vraiment, ça c'est une chose, c'est une vidéo que je vous avais fait sur Atel TV, vous pouvez le retrouver. Donc là, les experts, ils ont mené une enquête pour concernant ce trafic de la faune et de la flore. Donc quand on dit faune et flore aussi, c'est aussi tout ce qui concerne certains de nos arbres, parce qu'il y a des arbres au Congo qui sont utilisés aussi pour la guérison ou bien pour le bien-être. Par exemple, tout ce qui concerne le gingembre, hein, Tangawisi, le gingembre, eh ben il y a du trafic de ça qui sont complètement pillés, hein, parce qu'on prend même la racine, hein, de l'arbre qui part complètement. La même chose aussi le Jingo biloba qui a été utilisé et très expertisé auprès de certaines groupes pharmaceutiques, parce qu'on a découvert que le Jingo biloba a aussi des vertus et du coup en fait il y a certaines compagnies des Chinois ou quoi, eh ben ils déracinent vraiment le Jingo biloba pour l'emmener chez eux et le planter. Donc tout ce trafic en fait c'est vraiment on est en train de piller notre pays pour pouvoir l'emmener pour d'autres personnes. Et donc je continue cette enquête qui a été rendue par ces experts, ont aussi analysé tout ce qui concerne le trafic des ressources financières et les échanges commerciaux. Donc pour comprendre comment ça s'est passé cette thématique que je vous aborde de lui, Alexis Tambwe, donc on va regarder ce rapport d'experts fait qui a été rendu à la demande de l'ONU. Et donc en fait ce groupe d'experts avait divisé la RDC en 3 zones qui vont être délimitées en fonction des identités. Alors là, vraiment, les Congolais, je suis désolée, je suis un petit peu enrhumée. Donc, je vais vraiment vous demander d'être très concentré sur ce que je vais dire parce qu'on a vraiment identifié à l'intérieur du Congo qu'il y avait 3 types d'identités qui intervenaient dans le pillage du Congo. Moi, j'appelle ça, ce sont des 3 types de pilleurs. On a d'une part, ces experts ont identifié qu'il y avait une zone qui est tenue par le gouvernement congolais et donc dans lequel est impliqué essentiellement le Zimbabwe. Voilà. Et puis une zone dans le Congo qui est tenue par l'Ouganda. Et puis une 3e zone qui est tenue par qui? Le Rwanda. Voilà. Donc quand on dit aux Congolais que notre pays est occupé, parce que certaines personnes, j'avais encore échangé avec comment ça s'appelle, les talibans, ceux qui soutiennent Félix Tshisekedi, qui me disent oui mais non, n'importe quoi, le pays n'est pas occupé. Non mais au secours, hein. Là il faut atterrir parce que ça c'est des choses, c'est des documents. Vous allez sur le site des Nations Unies, vous regardez, ce rapport il est sous le numéro
je crois que c'est SN. Je vous le mettrai en lien sur une fois que j'aurai terminé sur mon profil, éventuellement ma page. Donc ça, vous pouvez le retrouver et c'est sur le site des Nations Unies. Donc eux, ils ont considéré que notre pays est occupé par 3 catégories de personnes. Ceux du Zimbabwe, il y a des Ougandais et puis des Rwandais. Sachant que là, on compte, sans compter aussi forcément derrière se cache l'Europe, les États-Unis, etc. Tout. On va pas être non plus dans le monde des bisounours, on n'est pas débiles, on n'est pas non plus aveugle. Voilà. Et donc ces catégories de pilleurs, ils s'adonnent, ils font quoi? Ils font ni plus ni moins que voler les ressources du Congo. Et ces experts donc ont introduit, alors écoutez bien la notion qu'ils ont utilisée, eux ils ont qualifié ces 3 groupes d'individus, ils ont utilisé la notion de réseau d'élite. Alors moi j'appelle ça la mafia ou des mafieux, voilà. Eux ils ont utilisé dans ce rapport le terme de réseau d'élite. Alors, élite, ça veut dire quoi? C'est des gens qui vont être d'un certain niveau social très élevé, qui vont fonctionner en réseau, c'est-à-dire entre eux. Et en fait, ce réseau d'élite, il va faire quoi? Ce réseau d'élite, ils ont la main mise, donc ils contrôlent une certaine des séries d'activités qui se déroulent au Congo. Donc, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, de toute façon, l'activité commerciale, financière ou quoi du Congo est complètement gangrénée et pourrie et vraiment à cause de ce réseau mafieux. C'est pour ça que la dernière fois et chaque fois que je vous dis que ça sert à rien d'investir dans notre pays parce que notre pays, comme il n'y a pas on est sous occupation de ces personnes-là, on est sous occupation d'une certaine certain groupe d'individus mafieux, on ne peut pas investir dans notre pays parce que tout ce qu'on va faire, c'est de l'argent sale. Parce que cet argent-là, ils utilisent même des sociétés commerciaux un peu plus ou moins normales pour faire du blanchiment d'argent, nettoyer cet argent. Cet argent provient de trafic d'êtres humains, de trafic d'animaux, de trafic de drogue, de trafic d'armes. Donc on a de tout aujourd'hui au Congo. Voilà. Et c'est comme ça qu'il faut vraiment que les Congolais vous compreniez. Donc, on ne peut pas, vous êtes ceux qui veulent parler de, oui, politique, Jean-Pierre Bemba. De toute façon, tout ça, c'est des idées, c'est passé, quoi. C'est vraiment, mais il y a rien à voir, hein. On est vraiment à des années-lumière. Les Congolais, faut atterrir. C'est une autre façon que je suis en train de vous montrer, qui est une réalité, que c'est pas inventé. Notre pays est dans un état de quoi? On est devenu un état qui va ressembler peut-être à la Colombie, si on ne se bouge pas. Qui va peut-être ressembler demain à l'Argentine, et c'est ce que ces gens ils veulent faire. C'est pour ça que nous avons le devoir de nous battre pour rétablir, il n'est pas encore trop tard, rétablir les choses comme elles étaient avant. Donc voilà, et c'est ce rapport-là que ces experts qui ont été mandatés par les Nations Unies, ils ont qualifié ces réseaux d'élite. Donc en gros, il faut entendre le mot mafia, cette mafia. Et cette mafia, elle a 3 identités essentiellement. On a des gens du Zimbabwe, des gens de l'Ouganda et des Rwandais. Voilà. Et ces personnes contrôlent également des opérations de tout ce qui est productif de revenus, que ce soit pompe à essence, magasins, je veux dire, les bureaux de change de monnaie, les banques, tout, même l'alimentation, parce que Joseph Kabila, il a la tête d'une société qui produit soi-disant de l'alimentation, des poissons, etc. Donc voilà, tout est gangréné. Et dans cette économie qui est complètement parallèle, il y a certaines zones où il y a des conflits, en l'occurrence les zones de guerre dans l'est du Congo. Ils ont même qualifié qu'il y a une économie de guerre qui se déroule, qui est mise en place. Et cette économie de guerre est toujours contrôlée par quoi? Ces réseaux d'élite, comme je vous ai dit tout à l'heure, une mafia. Et en fait, cette zone où il y a des activités et des économies de guerre, c'est essentiellement dans le secteur des Grands Lacs. Alors pour ceux qui ne savent pas c'est quoi les Grands Lacs, je le dis parce qu'il y a des gens qui sont pas forcément du Congo, qui connaissent pas forcément. Donc la région des Grands Lacs, ça rejoint qui? On retrouve qui? Les mêmes, hein. On retrouve l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie et forcément la RDC. Donc c'est tout ce secteur-là qu'on appelle les Grands Lacs. Et ce secteur-là des Grands Lacs, c'est là où se produisent, mais complètement à fond, ce qu'on appelle une économie de guerre. C'est-à-dire que c'est vraiment il y a la mainmise par les occupants et tous les revenus qui en ressortent, rien ne va dans la poche des Congolais. Voilà. Et c'est une réalité. Maintenant, vous comprenez pourquoi nos familles qui sont sur le territoire, nos grands-parents, nos tantes, nos sœurs, nos frères, qui meurent de maladies qui sont banales, de grippe, de diarrhée, etc. Parce que il y a rien qui rentre dans les caisses de l'État congolais.
Tout est là pour être pillé, pour être monté dans cette économie parallèle, cette économie mafieuse. C'est pour ça qu'on est en train de vous dire, arrêtez de suivre cette histoire de politique. C'est au-delà de ça. C'est pire. La situation est catastrophique, les Congolais. On est vraiment, c'est même plus, on est parti de la zone de occupation par le Rwanda avec une guerre entre eux à une mise en place d'un État mafieux. Et je vous ai dit la dernière fois, dans le droit pénal économique, dans la criminalité en col blanc, la mafia, on l'enlève comment? On est obligé j'allais utiliser le terme carchérisé. On est obligé de les enlever parce que c'est comme de la gangrène, c'est comme un cancer, c'est contagieux. Donc c'est pour ça qu'il va falloir nettoyer le Congo. Et je le redis et redis aux Congolais, mettez-vous ça dans la tête. On n'est plus en politique. Notre pays ressemble, on va peut-être ressembler à l'Italie ou la Sicile. C'est comme ça. On est en train de devenir un État mafieux. Et si on laisse faire les choses, si on appuie les gens, tous ceux qui sont rentrés dans cette politique, Bemba, Tshisekedi, tout ça, Fayoulou, ils sont dans le système mafieux. Ils sont rentrés dedans. Il faut que les Congolais, vous compreniez ça. Donc, on ne peut pas dire que dans un système mafieux, si vous restez avec quelqu'un qui est mafieux, vous le devenez indirectement. Voilà. Ou alors directement. Donc, on va pas être des débiles. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est vraiment preuve à l'appui avec une réflexion vraiment en demandant aux Congolais d'être très objectifs. Voilà. Donc, pour continuer avec Alexis Tamboué, donc, on a vu que ce rapport d'expertise met en lumière quoi? Ils disent aujourd'hui que le Congo est un pays aujourd'hui qui ressemble à quoi? C'est un pays où il est divisé essentiellement par 3 groupes d'individus qui vivent et fonctionnent en réseau d'élite. Tout ce qui fonctionne, l'économie congolaise, remonte directement auprès de ces personnes. C'est pour ça, certainement, vous allez voir que dans le Congo, certainement même dans la capitale, les vrais Congolais, ils vivent quoi? Dans comment ça s'appelle, les bas-fonds, là, dans les bidonvilles, etc. Et cette sorte d'élite mafieuse ont des super maisons, des super voitures, etc. Et c'est ça, ce système mafieux. Et il touche dans tout. Les boîtes de nuit, la musique, etc. Vous voyez pourquoi quand les combattants, les résistants vous interdisent la musique, c'était pas pour rigoler. C'était vraiment un début de quelque chose qui commençait à se mettre en place. Aujourd'hui, ce système est établi. Aujourd'hui, ce système, pour qu'il parte, il va falloir... Là, je vais même mettre dur. Il va falloir qu'ils partent avec des armes beaucoup plus solides que la petite Kalachnikov. Voilà. Donc, il va vraiment falloir qu'on nettoie notre pays. Et le nettoyage de notre pays se fait pas que sur le sol, même ici, dans les pays en Europe, parce que cette mafia a des branches ici en Europe. Donc, vous devrez comprendre que ce que je vais vous montrer là, il y a, au travers de ce blanchiment d'argent, ils vont arriver à faire sortir de l'argent pour le mener ici en Europe et le laver et le faire rentrer dans le système européen. Heureusement que les Européens, Mindele, ils ont cette lumière d'arriver quand ils voient ce genre de choses. Paf, ils mettent en place des règles pour bloquer tout cela. Malheureusement, nous les Congolais, nous ne savons pas lutter contre la corruption. On laisse toujours les choses parce qu'on est trop laxiste. On est trop en train de prendre les choses, Nalis, c'est qui? La raison pour laquelle nous avons besoin de gens qui soient très rigoureux, très carrés, avec une tolérance zéro. Ça peut choquer des gens, mais aujourd'hui, notre pays, ce n'est plus pour rigoler. Si on ne fait pas les choses, les Congolais, vous aimez vos enfants, si vous ne bougez pas cette génération pour bloquer les choses, vos enfants vont se retrouver esclaves d'une mafia. La mafia, ça rigole pas, hein. Ça rigole pas. Quand on vous dit c'est des gens qui vont être même équipés. Vous avez vu pourquoi Joseph Kabila, il se balade dans ses rues avec des armes de guerre. Vous avez déjà vu un pays où dans une capitale, la police est armée comme des armes de guerre? Wow. Voilà. Ça veut dire qu'on est au Far West. On est au Far West. Et on ne fait pas partir des brigands ou des bandits comme ça, la mafia, avec des petites banderoles. Non. Voilà. Donc, je continue avec ce cher Alexis Tamboué, qui a été, donc, du coup, à l'époque, il a été ministre des Plans et en fait, il a été visé dans le collimateur de la justice belge, parce que la justice belge avait mené pendant plusieurs années des enquêtes, des investigations, sans que lui sache, et ils avaient mené ces enquêtes en se basant sur, notamment, le chef d'accusation, c'était quoi? C'était le pillage de ressources minières, notamment dans l'est de la RDC. Et
Et donc le juge Michel Kless, c'était lui qui était en charge de ce dossier du trafic international de coltan. Et vraiment, ce juge-là, il faut vraiment le saluer parce qu'il avait eu ce courage de pouvoir agir, et grâce à des enquêteurs et tout un ensemble d'individus qui sont au niveau international pour lutter contre la corruption, le trafic le trafic d'argent, blanchiment, etc. tout, notamment avec Europol, et ben ils ont réussi à les suivre et comprendre et remonter un petit peu comment, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et donc, ils ont pu mettre en place une cartographie, un mapping de ce vaste réseau de trafic qui se déroulait de la RDC vers la Belgique via le Rwanda. Donc maintenant, quand on entend que Kagame, qui se pavane, hein, qui se dit qu'il veut faire de son pays le Singapour de l'Afrique. Moi, je veux dire aux gens, quand vous entendez ça, n'hésitez pas à dire, faut dire aux Rwandais, mais votre économie est une économie basée sur le sang, le trafic. C'est dégueulasse. Je suis même choquée de voir que les Forbes est en train de le promouvoir, de dire que oui, il a réussi, et il devenait un petit peu, Kagame, il devenait un petit peu cette image de l'homme qui a réussi à redresser son pays, mais au prix de quoi? Il faut vraiment que les Congolais, vous ayez cette parole pour dénoncer les choses, rétablir les vérités. L'économie du Rwanda, à 90%, c'est fait sur du trafic. Trafic de minerais, sur le sang des Congolais, sur le trafic et j'en passe un des meilleurs. Et voilà, donc il faut vraiment qu'on ait ça en tête et arriver à aller sur des contre-vérités et rétablir ce qu'on va dire, la vérité telle qu'elle est, pour dire que le Rwanda, c'est son économie, n'est ni plus ni moins qu'une économie mafieuse. Vraiment, les mots sont peut-être choquants, mais c'est une réalité, quoi. Voilà. Et pour reprendre cette affaire de lui, Alexis Tambwe, donc on va repartir en 2002. En fait, vous allez comprendre comment ça s'est déroulé. Donc tout s'est déroulé, tout est parti de l'aéroport de Zaventem. Donc en décembre 2002, en fait la police belge avait filé un Pakistanais parce qu'ils avaient constaté qu'il venait régulièrement. En fait, il faisait le voyage entre RDC, Kigali et puis Belgique. Et ce Pakistanais en fait avait la nationalité canadienne. Et il s'est fait attraper, donc on l'a arrêté et il avait sur lui, 50 kilos d'or. 50 kilos d'or. Incroyable. Et lui, son voyage, il provenait d'où? Il provenait de Kigali. Donc, il était passé par le Rwanda via Nairobi. Donc, la police frontalière belge, en fait, il avait repéré depuis un certain temps et il comprenait pas, il voyait pas comment ça se fait que chaque fois qu'il passait par, il atterrissait par exemple à Kigali ou bien il passait jamais la nuit. Donc, c'est comme ça qu'ils ont commencé à infiltrer les choses, etc. Et ce monsieur, quand on l'a interrogé, on l'a mis en garde à vue, on l'a interrogé, etc. Il a craqué et il a livré en fait le nom d'un certain nombre de personnes, dont figure parmi eux Alexis Tambwe Mwemba, sans compter une dame qui s'appelle Aziza Koulsoum, qui est une Burundaise, qui était naturalisée belge. Donc à l'issue de cette affaire, cette personne avait même un petit peu fait un droit de réponse auprès de certains journalistes de RFI en disant que oui, mais moi on m'a cité alors que mon dossier avait été instruit auprès de la justice congolaise, etc. Ouais, mais c'est la justice congolaise. Cette femme-là, elle est complètement remise en cause, même dans les dossiers des Nations Unies. Donc voilà. Et une autre personne qui avait été ce Pakistanais, il a dénoncé aussi, c'est un colonel rwandais, un proche de Kagame. Et aussi un autre homme d'affaires belge qui agissait en tant que coordinateur sur le sol belge. Voilà, concernant cette affaire illicite. Donc nous, si on reste concentré sur Alexis Tambwe, en fait, il faut comprendre que lui, notamment à l'époque, il dirigeait une entreprise d'exploitation, une entreprise qui exploitait de l'or, la casiterine et également le coltan. C'était l'entreprise Sominkin, je pense que ça doit être ça, Sominki, voilà. Sominki, et pendant qu'il était dirigeant, il y avait un gros scandale qui s'était déroulé, c'est que je rigole parce que non mais il y a qu'au Congo qu'on peut voir ça. Le monsieur, donc, il était dirigeant de cette entreprise. Et en fait, il y a eu un vol sans effraction, c'est-à-dire que, on n'a pas cassé les verrous, rien du tout. Donc, il y a plusieurs dizaines de kilos d'or qui sont partis en fumée, comme ça, du coffre-fort de cette société.
bizarrement dirigé par lui, Alexis Tamboué. Et donc cet or qui avait été volé, d'après les dires des personnes sur place, ils ont dit que ça avait été volé avec la complicité du chef de la police minière de l'époque. Voilà. Et donc, on n'avait pas trouvé de traces d'effraction, il n'y avait rien de cassé, etc. Et ce qui est étonnant, c'est que le reste de ces cambriolages, de cet or, etc., on l'a retrouvé où? Au niveau de Bujumbura, donc qui est une ville du Burundi. Et bizarrement, c'était la ville, Bujumbura, c'était la ville où se rendait régulièrement lui, Alexis Tamboué, à l'époque quand il était en train de préparer sa licence de droit, que d'ailleurs il y a des gens qui étaient étonnés parce qu'ils ont dit on l'a jamais véritablement vu venir à l'université là, mais voilà, pendant qu'il faisait soi-disant sa licence de droit, il venait, et à mon avis, je pense qu'il devait transporter aussi cet or avec lui. Donc on voit que forcément, cette personne déjà étant dans une entreprise qui appartenait quand même au Congo, il se retrouve à faire sortir des matières premières du Congo vers un autre pays. Vous voyez que quand on est en train de dire qu'il y a vraiment un problème avec certains Congolais, pourquoi agir comme ça alors qu'il y a d'autres nations qui font tout pour agir pour l'intérêt de leur pays? C'est en ça que quand je suis en train de dire que il y a un problème en ce qui concerne la moralité de ces personnes. Est-ce que ce monsieur est vraiment 100% congolais? Bon, on va pas rentrer dans le débat, mais c'est vraiment de se poser la question, comment un individu, est-ce qu'on a déjà vu un Anglais piller son pays, prendre des choses et aller le vendre, le donner dans un autre pays? On n'a jamais vu un Américain prendre le patrimoine américain et le mettre à disposition à des étrangers. Un Français, encore moins. Donc, il y a un problème, il y a vraiment un problème lié à la nationalité dans notre pays. Un problème d'identification des gens qui sont vraiment pour le Congo et le bien-être du Congo. C'est pas normal. Même s'il faut le faire pour des raisons personnelles, se mettre de l'argent dans les poches, il dirige quand même une des plus grandes entreprises qui extrait de l'or, des matières premières. Comment, par rapport à ce poste-là, cette personne peut avoir un tel vice pour arriver à vendre de l'or et le faire sortir de ce pays-là? Voilà. Et à d'autres pays. Donc, il y a vraiment un souci dans l'état d'esprit des Congolais. Il faut le problème d'aimer sa terre, le problème de s'accepter, de s'aimer soi-même. Le Congolais a un souci là-dessus. C'est pour ça que beaucoup travaillent non pas pour le Congo, mais contre les Congolais. Voilà. Ça, c'est une chose vraiment à faire attention par rapport à la façon dont fonctionnent certains Congolais. Et donc, toujours pour dire, c'est dans cette affaire, au final, lui, Alexis Tamboué, qui avait permis qu'il y ait un vol sans effraction, ça veut dire qu'il avait laissé à disposition, ou bien lui-même avait volé l'or qui était dans les coffres forts de cette société. On n'a jamais réussi à résoudre cette affaire. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un certain nombre de chefs, de personnes importantes, de personnalités impliquées dans cette histoire. Voilà. Et ça, c'est typiquement le Congo. Tout le monde trempe dans des choses de corruption. On se retrouve avec quoi? Aujourd'hui, un pays qui, au lieu même que si on était passé par une filière propre, les citoyens auraient des soins sociaux, une bonne situation. Or, on se retrouve dépourvu de tout parce qu'il y a une catégorie de personnes, réseau d'élite, comme ils disent les experts. Non, on va les appeler ces mafieux qui prennent et pillent notre argent, les richesses du Congo, pour le mettre 100% dans leur poche. Donc, il y a zéro pour le peuple. Ni vous qui êtes à la diaspora, encore moins moi-même, ni nos frères et sœurs qui sont sur le territoire. Donc vraiment, le Congo a un réel problème lié à la corruption et à ce pillage des ressources. Voilà. Et pour revenir à notre affaire avec le juge d'instruction Kless, dans l'affaire de trafic de coltan, le juge a mis en lumière qu'il y avait un système de blanchiment d'argent qui consistait à faire quoi? À faire partir l'argent du sud du Kivu dans les zones d'extraction, parce que dans l'est, dans cette zone-là, il y a des soldats qui étaient là pour surveiller les mines d'extraction. Vous voyez parfois dans des photos des soldats, ils disent ouais, c'est des gardes, et souvent aujourd'hui c'est même des gardes les gardes de la République qui sont censés normalement surveiller et venir en renfort au cas où le chef d'État, donc le président de la République, a un problème. Non, aujourd'hui, avec le système par exemple de Kabila qu'il a mis en place, la garde républicaine est là pour veiller et surveiller les mines
quelle qu'elle soit, d'or, de diamants, etc. Donc, ils sont là pour surveiller. Et même parfois, quand les mineurs sortent des matières et qu'ils veulent le vendre à d'autres personnes, ils vont leur pousser à vendre à des gens qui sont là pour eux. Donc voilà, on appelle ça, c'est comme comment ça s'appelle? Ça va être des soldats qui vont forcer, parce que ces mineurs, ceux qui creusent, ils creusent dans des conditions qui violent les règles de droit du travail, les règles des droits des enfants, parce qu'il y a des enfants qui travaillent là. Donc on est dans un système, ça rappelle quoi? C'est de l'esclavagisme. On a des gens qui sont là pour surveiller les Congolais qui travaillent à la sueur de leur front, qui ne gagnent rien du tout, voire très peu, et les mines les minerais qui sortent de ces sols, ils sont directement vendus à ce groupe de mafieux qui gardent 100% de cet argent pour eux. Donc voilà, et cet argent ensuite, qu'est-ce qu'ils en font? Ils emmènent directement, le système il se passe comment? En fait, ils emmènent directement cet argent via la Belgique, ils vont transiter vers la Belgique. On va laver cet argent au travers de sociétés. Cet argent, en passant dans le système belge, il va ensuite retourner au Rwanda. Voilà, il va retourner au Rwanda pour qu'il puisse financer soit les rebelles ou un petit peu une partie de l'économie du Rwanda. Ensuite, derrière, les rebelles rwandais, qu'est-ce qu'ils font? Ça leur permet de pouvoir acheter leurs armes, etc. tout. Et ils arrivent à s'équiper de manière très importante par rapport à notre armée congolaise, sachant que là où c'est vicieux, c'est que le gouvernement congolais qui travaille, et ça les experts l'ont démontré, il travaille en collision avec ces occupants-là, le Rwanda, le Burundi, etc. et puis l'Ouganda. Donc les soldats congolais, on va les sous-armer, on va leur donner des armes qui sont un petit peu passées, qui sont de mauvaise qualité, etc. Entre-temps, l'occupant, le soldat en face, il est super bien équipé. Voilà, donc comment il s'arrive à s'équiper? Parce que l'argent, donc les matières premières qui sortent du Congo, ils vont quoi? L'argent qui est là utilisé, il est blanchi en Belgique, et cet argent blanchi retourne à Kigali, qui va donner de l'argent aux rebelles, et les rebelles sont mieux équipés que nos soldats. Et pour faire encore plus vicieux et être plus dur, ils vont mettre à la direction de l'armée congolaise des occupants. Aujourd'hui, la plupart des officiers sont des non-congolais, des Rwandais, des Ougandais, etc. Ça fait quoi? Ces officiers, ils vont donner des ordres qui vont pas être dans l'intérêt de la population. Maintenant, vous voyez comment ça s'est fait exprès pour maintenir notre pays. Quand je vous parlais de la pieuvre, ça veut dire que tout, c'est dans différents secteurs dans lesquels ces personnes interviennent, cette mafia intervient. Voilà pourquoi je vous dis, les Congolais, il faut vraiment faire très attention et ouvrir les yeux. Et le rapport des Nations Unies avait dit quoi? Ils avaient dit que le gouvernement congolais, il les avait soupçonnés de chapeauter ça, c'est-à-dire de superviser tout ce qui se passe, ces opérations, ou du moins de le faire, voilà, le genre, bon, on n'a rien vu, pourquoi pas, voilà. Donc, le gouvernement congolais est complice. Donc, quand vous êtes en train de dire, oui, Félix, l'enfant du pays, mais vous vous mettez le doigt dans l'œil, les Congolais, soyez un minimum beaucoup plus intelligent que ce qu'on veut nous faire croire. Notre pays, aujourd'hui, se retrouve, on est passé de l'occupant simple rwandais qui est venu nous faire une guerre. Aujourd'hui, on nous a injecté une mafia. Maintenant, la solution en face, les Congolais, c'est pour ça qu'il faut vous dire, il faut ouvrir les yeux et prendre conscience de la réalité. On n'est plus dans une simple guerre avec le Rwanda, parce que le Rwanda en profite de ça. On est dans une guerre à mener contre ce système mafieux et contre tout le reste des occupants, parce que tout le monde en profite et se sert. Voilà. Et sachez que d'ailleurs même il y a certains membres de cette rébellion qui étaient même venus voir le juge Kless pour leur dire que oui, mais nous avec cet argent on n'achetait pas des armes, c'était fait pour prendre de percevoir des impôts, etc. tout. Donc voilà. C'est pour ça que je vous dis maintenant, aujourd'hui, les Congolais, avec ce que j'ai pu finir de vous expliquer, Kabila et les 40 voleurs, c'est pas pour s'amuser. Eza Yalis s'est quitté, c'est pas pour me faire mettre en avant ou quoi. C'est une façon pour moi de faire mon article 64, d'apporter mes compétences que j'ai pour vous sensibiliser, vous faire prendre conscience de la réalité. Notre pays est vraiment dans une situation catastrophique. Si on aime nos enfants, si on aime nos parents et qu'on respecte nos ancêtres qui nous ont légué un pays qui est magnifique, nous avons le devoir de nous lever et d'aller
auprès de bons patriotes qui font leur travail pour défendre le Congo. Donc, terminez les histoires de soutien à Félix Tshisekedi. Et j'en profite pour vous dire que le 2 août, Félix Tshisekedi va venir ici en Belgique. Moi, je suis pas en Belgique, mais bon, en Europe, en Belgique. Nous avons le devoir de nous lever pour dire à ce monsieur qu'il ne viendra pas. Il n'est pas bienvenu, il ne représente pas le Congo. Déjà, pourquoi? Parce que je vais vous dire, sans rentrer dans le débat des urnes, le Congo, dans sa constitution, est constitué de 25 provinces. Beni, Yumbi, Butembo n'ont jamais voté légalement. Ce monsieur-là n'est pas président des 25 provinces de la RDC qui constituent la RDC. Déjà, c'est un argument qui est fort. C'est un argument qui doit justifier que tout Congolais doit être le 2 août chez monsieur Reinders. Nous qui en faisons partie, donc la LIDDFC qui fait partie du Rassemblement patriotique congolais, nous avions écrit à tous les pays partenaires du Congo. On n'a pas écrit à la Russie ni à la Chine parce qu'ils avaient reconnu Félix Tshisekedi, mais nous avons écrit aux États-Unis, à l'ambassadeur l'ambassadeur Emmer, nous avons écrit au Royaume-Uni, nous avons écrit à la France, monsieur Le Drian, nous avons écrit à l'Union européenne, nous avons écrit à la Belgique pour leur demander de ne pas recevoir Félix Tshisekedi. Et malheureusement, certaines personnes agissent, certains pays, par rapport à leur conscience, et nous les Congolais, nous avons le devoir de dire non. Donc ce monsieur Félix Tshisekedi qui est un acteur, jamais vous nous avez entendu prononcer le mot président et il ne sera jamais appelé président parce que les Congo est uni. Le Congo c'est pas les Louba, hors de question. Moi je suis Louba et je vous le redis, le Congo appartient à toutes les tribus reconnues, pas les Banyamulenge. Il faut arrêter là-dessus. Donc notre pays appartient à un certain nombre de tribus qui sont là depuis longtemps, ça nous appartient. Donc cette personne-là, Félix Tshisekedi, qui s'amuse à pactiser avec les occupants, à détruire notre pays passivement et à contribuer que notre pays soit balkanisé, cassé, nous disons non au nom de nos enfants, nous disons non au nom de nos ancêtres, nous disons non au nom de nos frères et sœurs qui sont sur le territoire. Et moi je le dis et sans avoir peur parce que je reçois aussi des menaces, on me prend la tête, etc. Donc je m'en fous. Ce que je dis aujourd'hui, si vous aimez votre pays, vous avez le devoir le 2 août d'être à Bruxelles. L'adresse c'est quoi? C'est auprès du ministère des Affaires étrangères chez monsieur Reinders. C'est 77 rue des Carmes. La plupart des patriotes, ceux qui aiment leur pays, c'est là où vous allez le prouver que vous aimez Bolingi Mbokanabino. À la commémoration de l'indépendance, très peu étaient là. La honte, les Congolais. Maintenant, pour des genres de choses comme ça, Félix Tshisekedi, vous devez être là pour lui dire on ne veut pas que tu viennes. Tu es mal reçu. Tu ne représentes pas le Congo et tu ne représenteras jamais le Congo. Au Congo, il n'y a pas de président de la République. Celui qui préside de fait dans l'ombre, c'est Kabila. Ça veut dire qu'on se fout de nous. On se fout vraiment de nous, les Congolais. Donc voilà, nous, on y sera de toute façon. Vous inquiétez pas là-dessus. On va se lever. Ceux qui ont la possibilité, c'est un mercredi, on est en pleine vacances. Vous avez le devoir de venir. Nous, c'est les vacances. Moi, je prends le temps pour vous travailler cela, vous avez le devoir de venir. C'est de 13h30 à 15h30. Voilà. En tout cas, Bande Konangai, moi, j'ai fait mon travail. Et puis, je vous donne rendez-vous donc demain. Je continuerai parce que je vais vous analyser un document de monsieur Tambwe. Et là, je vais vous mettre un petit peu comme on dit, c'est je sais pas si on dit c'est salive dans la bouche. Voilà, je vais vous faire saliver parce que on va analyser un document dans lequel lui, Alexis Tambwe, il prévoyait que devait être mis en place un système monétaire dans cette zone du Sud Kivu, indépendamment du Congo. Voilà, et c'est sur un document qui est authentique et obtenu de sources sûres. Voilà. En tout cas, je vous embrasse tous et je vous dis à demain entre 19h30 et 20h. Ciao, bye bye.